J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformées. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Le meilleur exemple qu'on puisse donner pour justifier cette thèse, c'est l'étude du dessin lui-même chez l'enfant, étant donné que le dessin, par définition, est une copie d'un modèle. Eh bien, ce qu'on observe chez le jeune enfant, c'est que l'enfant ne dessine pas ce qu'il voit, il dessine l'idée qu'il s'en fait, il dessine ce qu'il en sait, c'est-à-dire son interprétation, et non pas l'objet tel quel en tant qu'observable perceptible. Prenez par exemple la copie d'un losange. Je demande à l'enfant de copier ça, voilà le modèle. Eh bien, pour l'enfant, le losange, c'est un carré qui a des pointes. Alors, vous voyez le résultat, il vous dessine un carré avec une pointe dessus, ou bien il vous dessine un carré avec une pointe à côté. Vous allez voir maintenant une première expérience. C'est une petite fille nommée Emmanuelle qui a 3 ans, 6 mois et qui va copier devant vous un triangle. Tu le regardes bien, hein? Comme ça? Après, des petits coins, là. Des petites quoi? Des petits coins, toi, ici. Ah, oui. Ce triangle, elle le conçoit comme une sorte de carré auquel elle rajoute 3 pointes. Des pointes qui sont d'ailleurs arrondies et pas pointues, mais qui représentent dans son esprit, elle le dit, 3 pointes. Autrement dit, critique de l'empirisme, la connaissance n'est jamais uniquement moulée sur les observables, elle ne consiste pas en observables purs, mais toujours en interprétation par assimilation à des structures préalables. D'autre part, pourquoi ne suis-je pas innéiste ou a prioriste? Eh bien, prenez l'histoire des sciences. Toute l'histoire des mathématiques est une construction continuelle. En partant des nombres naturels, 1, 2, 3, 4, il a fallu des siècles pour construire l'ensemble des nombres entiers avec les négatifs. En partant des rationnels, il a fallu attendre jusqu'à Pythagore pour découvrir les irrationnels. Ça signifie que ces connaissances ont été construites. Elles ne sont pas préformées. Si on les croyait préformées, comme le pense Chomsky avec sa candeur biologique, eh bien, il faudrait penser que les mathématiques sont déjà là
d'une manière implicite ou innée chez le bébé, mais pas seulement chez le bébé, chez l'animal, il faudrait remonter jusqu'aux invertébrés et aux protozoaires pour y voir la source des mathématiques. En réalité, les mathématiques, chez l'enfant, on y assiste d'un jour à l'autre, sont sans cesse construites par les actions du sujet. Elles procèdent à partir de la coordination des actions du sujet, de la logique de l'action du sujet. Et alors, de ce point de vue, il lui faut tout construire. Et même les choses qui nous paraissent les plus évidentes pour nous, il doit les construire. Je vous donnerai un petit exemple, ou plutôt vous allez assister à l'expérience avec un enfant. On montre à un enfant une ficelle qui présente cette configuration. On lui demande ce qui se passe si on tire de ce côté-là. Ben, il comprend très bien que si on allonge de ce côté, on va raccourcir de ce côté. Apparemment, il a tout compris. Mais si vous lui demandez est-ce que la longueur totale est la même dans les deux figures, ou bien la même que dans l'objet témoin que vous allez voir dans l'expérience qu'on va faire à l'instant, eh bien il nie la conservation. Ça n'est pas la même longueur totale, quand même il a compris une partie de la transformation. Eh bien que même une conservation aussi élémentaire ne soit construite que vers 7 ou 8 ans, vous montre combien il y a d'écart entre l'inné d'un côté et puis ce qui est peu à peu élaboré, construit, organisé par le sujet. Là. Et on coupe là. Voilà, on coupe. Si on coupe là, il sera la même chose longue? Oui. Tu es bien d'accord? Voilà. Alors, écoute-moi. Maintenant, les deux ficelles, elles sont la même chose longue. D'accord. Alors, celle-là, on la laisse là. Et puis, écoute-moi bien. Si maintenant je tire cette ficelle comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Celle-ci, elle sera grande, et celle-ci, elle sera... Où est-ce qu'elle sera petite? Et puis où est-ce qu'elle sera grande? D'accord. Là, elle sera grande et là, elle sera petite. Bon, alors on le fait? Oui. Voilà. Est-ce que c'est juste? Bien. Maintenant, dis-moi, la ficelle, depuis ce bout-là jusqu'à ce bout-là, est-ce qu'elle est encore la même chose longue que celle-là ou est-ce qu'elle n'est pas la même chose longue que celle-là? Pas la même chose longue que celle-là. Elle n'est pas la même chose longue que celle-là. D'accord. Et si celle-là, on la remet comme elle était avant, comment ce sera si on tire de nouveau ici? Celle-ci sera comme celle-ci. Celle-ci sera comme celle-ci. Et puis où est-ce qu'il y aura un grand côté? Là. Oui, et où est-ce qu'il y aura un petit côté? Là. D'accord. Alors on tire, comme ça. Et puis maintenant, la ficelle depuis ce bout jusqu'à ce bout. Est-ce qu'elle est la même chose longue que celle-là? Oui? Oui. D'accord. Et si on tire encore une fois? Voilà, comme ça. Est-ce qu'elles sont la même chose longue toutes les deux? Non. Non. Disons maintenant quelques mots des structures opératoires. J'entends par là des systèmes de transformation exécutés par le sujet, donc le prolongement des actions du sujet, mais de transformations qui peuvent se composer entre elles et donner un système fermé. Exemple, une classification ou bien une sériation dont vous verrez tout à l'heure un exemple expérimental, ou bien une table à double entrée, ou tout ce que vous voulez. Et pour ce qui est des opérations, je les définirai comme des transformations ou actions du sujet et qui peuvent être retournées, qui sont réversibles. Exemple, l'addition, dont l'inverse est la soustraction. Or, nous avons étudié longuement les structures dès les stades des avant le langage et à partir du langage. Une objection continuelle qu'on nous fait, et surtout chez les anglo-saxons, c'est que la structure n'existe que dans l'esprit de l'observateur, du psychologue, et que la structure n'est pas comme telle dans l'esprit de l'enfant. Eh bien, à cela, j'ai une réponse qui me paraît bonne, c'est que je définis la structure comme étant ce que l'enfant sait faire et non pas ce qu'il en pense. Il ne fait pas du tout lui-même une théorie de la structure, bien entendu, mais il exécute des actions
Et nous constatons, nous, que ce qu'il sait faire dans ses actions est bien coordonné et surtout que cela lui permet d'en tirer par déduction des conséquences auxquelles il n'avait pas pensé, comme nous allons le voir tout à l'heure à propos de la sériation. Autrement dit, la structure, c'est en fait un ensemble de pouvoirs coordonnés que le sujet a acquis et dont le théoricien peut formuler les lois d'une manière abstraite, mais dans l'esprit de l'enfant, ça n'a rien d'abstrait, ça n'a même rien de théorique, c'est l'ensemble de ces pouvoirs coordonnés entre eux. Nous allons constater, d'abord voir comment se constitue une structure qu'est la sériation. Regarde, Barbara. C'est des bâtons. T'es d'accord que c'est des bâtons? Oui. Ça fait comme un escalier. D'accord? Alors, je vais te donner ces bâtons-là et tu vas essayer de me les mettre ensemble pour que ça fasse un escalier. Hein? Tu les mets là, d'accord? Voilà. Regarde un petit peu. Les jeunes enfants, antérieurement aux opérations, au niveau préopératoire, se bornent à faire des couples, des petits et des grands. Et le premier des sujets que vous allez voir, Barbara, à 3 ans, 6 mois, ne se borne à disposer ses bâtons qu'en petits et en grands. Les petits vont là? Puis les grands. Là. Alors tu les mets. Tu peux les montrer encore une fois? Plus fort. Les grands ici, les grands ici, les grands ici, les grands ici, les petits ici. Oui, mais c'est très bien. T'as mis les grands ici, puis les petits ici. Très bien. Bien. Mathieu, qui a 6 ans, 5 mois, aboutit par tâtonnement, par essai-erreur, à une sériation correcte, en partant du plus grand pour arriver au plus petit. Il n'a pas un programme au moment où il commence à construire sa série. Il se rapproche donc de la structure sans l'avoir encore atteinte. Très bien. Il est fini. Comment t'as fait? Il suffit de prendre la plus petite jusqu'à la plus grande. Elle est où la plus petite? Celle-ci. Celle-ci. Puis la plus grande. Celle-ci. Ouais. Je vais d'abord voir se mettre debout pour voir si lequel est le plus grand. Tu peux me dire comment tu as fait? J'ai d'abord regardé lequel était le plus grand. Puis après? Puis après, j'ai nouveau regardé lequel était le plus grand encore. Puis après? Puis après, j'ai vu que ça faisait un escalier. J'ai vu que là, il était plus grand. Alors j'ai mis celui-là après, puis voilà. Catherine, qui a 9 ans, elle, possède la structure. Elle emploie une méthode opératoire pour la construire. Elle dit, j'ai regardé lequel était le plus grand, et puis ensuite, lequel était encore le plus grand, et ainsi de suite. Elle prend toujours le plus grand de tous ceux qui restent. Autrement dit, dès la construction de la série,
elle aboutit à une méthode exhaustive sans avoir besoin de tâtonnement. Eh bien, de cette conquête d'une structure, elle peut tirer des conséquences nouvelles auxquelles elle n'avait jamais pensé. Combien de bâtons y a-t-il qui sont plus grands que celui-là? 7. 7, tu les as vite comptés, hein? Ouais, j'ai fait 3 plus 4. J'ai regardé. Combien de bâtons est-ce qu'il y a qui sont plus petits que celui-là? 7 aussi? 7 aussi, comment tu sais? Parce que... T'as pas compté quand Non, j'ai pas compté. Mais c'est facile à savoir, puisque il y en a 7 dans ce sens, puis c'est facile, il y en a 7 dans l'autre, puisque ça c'est le même, c'est la même chose. Comme vous venez de voir, on lui demande combien il y a d'éléments plus grands que le plus petit, et elle les compte, et ensuite on cache et on lui demande combien il y a d'éléments plus petits que le plus grand. Elle n'a pas besoin de les compter, elle déduit tout de suite que ce sont les mêmes, et elle répond 7 comme elle avait compté 7 dans l'autre sens. Ben, vous voyez ici la structure qui n'est pas simplement une construction d'une organisation sériale, mais qui en tire des conséquences auxquelles l'enfant n'avait jamais pensé puisqu'on ne lui avait jamais posé cette question. Autrement dit, la structure est source de pouvoir déductif, tout en étant essentiellement, comme je l'ai dit à l'instant, l'ensemble de ce que l'enfant sait faire et non pas l'idée qu'il s'en fait. Tu vois, maintenant, j'enlève cela. Bon. Voilà. Ça fait un plus petit escalier. Ça fait un plus petit escalier? Oui. C'est un grand et de moyen plus petit. C'est le petit. Celui-là, il est comment? C'est le plus grand? Oui. Et combien il y en a qui sont plus petits que lui? Tu peux le compter? 4. 4? Oui. 4 qui sont plus petits que le plus grand? Non, 3. 3? Et puis celui-là, c'est le plus petit? Oui. D'accord. Dis voir, Renaud. Combien il y en a qui sont plus grands que lui? 1. 1? Je vois pas. Tu vois pas. Tu peux me dire sans voir? Je sais pas. Tu sais pas, alors on va les compter. Combien il y en a qui sont plus grands que lui? Que celui-là? Tous. Vous constatez au contraire que le jeune sujet qui s'appelle Renaud et qui n'a que 4 ans est incapable de répondre à cette question dont la réponse nous paraissait évidente, elle apparaissait à Catherine, qui ne comprend pas, même qu'il n'y a que 4 éléments dans sa sériation, qu'il y a 3 plus grands que le plus petit et que réciproquement, il y a 3 plus petits que le plus grand. Si les connaissances ne sont pas préformées ni dans l'objet, comme le croit l'empirisme, ni dans le sujet, comme le croit l'innéisme, il y a alors construction successive. Et le développement de l'intelligence, à cet égard, apparaîtra comme une série de constructions qui prolongent l'embryogénèse, qui prolonge l'épigénèse, la formation de l'organisme lui-même. Et ces constructions successives, et par le fait même qu'elles sont successives, marquent alors une série de paliers hiérarchiques que nous appellerons des stades. Et en gros, nous pouvons, des stades, ou si vous préférez, des niveaux. En gros, nous pouvons distinguer 4 grands stades. Les premiers se manifestent avant le langage, c'est le niveau de l'intelligence sensorimotrice. Ensuite, c'est le niveau des premières représentations avec l'aide du langage, mais sans encore atteindre les opérations au sens que nous avons défini tout à l'heure. Ce sera la période préopératoire, dont vous venez de voir des exemples à propos de la sériation avant que l'enfant atteigne l'opération. Ensuite, nous avons le niveau des opérations que nous appellerons concrètes parce qu'elles portent sur des objets manipulés ou manipulables pour l'enfant. Et puis finalement, il y a un niveau supérieur où l'enfant peut raisonner sur des hypothèses aussi bien que sur des objets et que nous appellerons les opérations formelles.
Eh bien, pour étudier ces stades, nous présentons à l'enfant des séries de petits problèmes. Problèmes de série, comme on l'a vu, problèmes de volume, comme vous allez le voir dans des expériences tout à l'heure. Mais ces problèmes sont absolument nouveaux pour l'enfant. Il n'y a jamais réfléchi. Avant de se trouver face à un psychologue, ben, il ne s'était jamais posé ces questions-là. Alors on pourrait s'attendre à ce que les réponses de l'enfant soient d'une infinie diversité, soient absolument multiples, dispersées, et surtout soient inventées ad hoc dans chaque situation particulière, par chaque sujet particulier. Eh bien, ce qu'il y a au contraire d'étonnant, et cet étonnement, je l'ai depuis 50 ans que je travaille dans ce domaine, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aux mêmes âges, des enfants d'un même milieu, j'entends par milieu la collectivité adulte, les enfants d'un même âge, en gros, donnent toujours les mêmes réponses. Il y a une convergence étonnante. Et puis, d'autre part, par exemple, ce que vous avez vu sur la sériation, vous pouvez le voir chez tous les enfants préopératoires, etc. Et puis, le second fait très surprenant, c'est que on retrouve, il y a des différences donc d'un âge au suivant, mais on retrouve toujours le même ordre de succession. C'est-à-dire que ces stades sont séquentiels, il faut passer par l'un pour pouvoir arriver au suivant. Bien entendu, les âges peuvent varier d'un milieu social à un autre, et on a fait de multiples expériences de psychologie comparée dans des sociétés toutes différentes des nôtres. On a étudié nos stades en Afrique, on les a étudiés chez les Indiens d'Amérique du Nord, en Asie, etc. Ben, c'est toujours la même succession. Les âges peuvent varier suivant le milieu. Prenons un exemple de variation, ce sont les recherches faites en Iran. Chez les petits écoliers de Téhéran, les âges sont les mêmes que chez les petits écoliers de Genève. Tandis que les mêmes questions posées à de petits analphabètes de la campagne ou de la montagne donnent des réponses qui sont en retard d'environ 3 ans par rapport aux citadins et aux scolarisés, mais l'ordre de succession est toujours le même, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes stades. Alors, ces stades, j'aimerais les illustrer en vous montrant la succession des réactions en face d'un problème qui est le problème de reproduire un volume avec une maison, un édifice dont la base change. On dit que c'est la mer, ce carton bleu. On dit que c'est la mer. Tu connais la mer? Tu as déjà vu la mer? Bien. Et puis sur la mer, on a mis des îles. Il y a des îles. Ah oui. D'accord? Oui. En gros. En gros, oui. Et sur une île, on a construit une maison. Oui. Tu vois, elle tient juste sur l'île. Hein? Elle est construite sur toute l'île, mais elle ne déborde pas. Alors ce que j'aimerais, c'est que toi, avec ces plots, tu me construises aussi une maison sur cette île-là, sur toute l'île, mais sans dépasser. Et puis j'aimerais que ce soit une maison qui ait la même chose de place que dans celle-là. Tu comprends? Autant de place que là-dedans. Plus? La même chose. D'accord. D'accord? Vas-y. On peut plus y mettre. Si, ça va. Voilà. Voilà. C'est la même maison? Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Oui. Tu es sûr? Oui. Comment tu sais? Parce que je vois. Comment tu vois? Tu peux porter celui-là, c'est sa tête. Tu peux le prendre. Montre-moi bien, moi je vois pas bien. Ah oui, pas qu'on peut le porter comme ça. Oui. Mais montre-moi, comment tu vois qu'il y a la même chose de place dans les deux maisons? Parce que je le vois à la même grandeur. Ah,
Et si c'est la même grandeur, comme ça, il y a la même chose de place dans les deux? Oui. Tu es sûr? Oui. Vous constatez donc que le plus jeune, à 4 ans, n'a aucune idée du volume. Il a beau comprendre qu'on lui demande de faire une maison qui contient la même place, la même chose de place, comme nous disons en français enfantin, eh bien, il cherche simplement une maison de même hauteur. Et son idée de l'égalité unidimensionnelle lui donne l'impression d'une égalité générale. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait la même chose de place dans la maison que tu construis que dans celle-là. Plus haut encore? Comme tu veux, comme tu crois. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place ou est-ce qu'il y a plus de place là ou bien plus de place là? Plus de place là. Voilà. Alors, il faut faire encore de la place, il faut construire encore, il faut monter encore. Il faut qu'il y ait la même chose de place. Est-ce que tu crois qu'il y a la même chose de place là et là? Ou pas? Non, parce que ça, c'est plus mince. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la même chose de place? Agrandir. Alors, agrandir. Ce côté, oui. Et est-ce qu'on peut agrandir dans l'eau? Non, Alors, comment il faut faire pour l'agrandir, ta maison? j'en sais rien. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a pas la même chose de place dans ces deux maisons. Non. Où est-ce qu'il y a le plus de place? D'accord. Alors, il faut faire encore de la place dans l'autre maison? Oui. Alors, comment tu peux faire? Alors, je te donne des plots et puis tu construis encore. Alors, par-dessus? Oui? Tu veux? Oui. Alors, vas-y. Et alors, tu crois que ça va maintenant? Encore un peu. Encore un peu, vas-y. Je t'aide peut-être? Je suis pas très à droite, mais voilà. Tu veux encore en mettre ou tu crois que ça suffit? Ça suffit. Ça suffit? Il y a la même chose de place maintenant dans les deux maisons? Oui. Comment tu sais ça? Tu peux m'expliquer comment tu le sais? Mais tu es sûr qu'il y a la même chose de place ou tu es pas tout à fait sûr? Pas tout à fait. Pas tout à fait sûr. Pourquoi tu crois qu'il y a la même chose de place? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce que c'est assez haut. La petite Irène, qui a 5 ans et dont vous venez d'entendre les réponses, hésite au contraire beaucoup, ce qui est probablement l'indice qu'elle change de stade. Elle dépasse la hauteur du modèle. Elle comprend que le même volume, c'est pas la même hauteur. Mais elle n'a aucune certitude, elle dépasse cette hauteur simplement par des compensations qualitatives sans le moindre essai de mesure. Voilà. Voilà. D'accord, on va le mettre bien droit pour pas qu'il tombe.
Alors, il y a la même chose de place que dans celui-là? Je pense. Je voudrais que tu sois sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je suis sûre. Comme ça, tu es sûr? D'accord. Comment tu es sûr? Qu'est-ce que tu as fait là, juste là maintenant, pour être sûr? Bah ça fait exactement la bonne dimension de ce carré. Oui. Alors, si à ça de hauteur, ça fait ça, la dimension du carré de plus. Oui. Alors ça fait, ça va mieux. Alors, ce que tu veux dire, si j'ai bien compris, c'est la même hauteur? Non, c'est D'abord, et puis après, la même dimension que le carré par-dessus? Ouais. C'est ça? C'est ça que tu as voulu dire? D'accord. Et comme ça, tu es sûr qu'il y a la même chose de place? Oui. Le troisième enfant, Mathieu, 6 ans et demi, au contraire, vous montre un début de mesure. Il comprend que le dépassement de la hauteur du modèle est nécessaire, et il y a à cet égard plus de problème pour lui, mais il fait des compensations quantitatives qui demeurent insuffisantes. Il mesure en cube unité, un point c'est tout. Il y a la même chose de place dans les deux maisons? Il me semble. Il te semble. D'accord. Comment tu as fait pour savoir? Ben là, il y a 3 lignes. Puis j'ai regardé les lignes. Attends, où est-ce qu'il y a 3 lignes? Explique-moi. Là, 1, 2, 3. D'accord, c'est les grandes lignes là. Il y en a 3. Et Puis là, je peux les mettre. Oui, montre-le de ce côté peut-être. Là. Voilà, c'est les 3 mêmes. Puis là, il y a 3 lignes en dessus, puis je peux les mettre. Oui. Tu peux me montrer les lignes en dessus? Tu peux les mettre? C'est les 3 dernières? Oui, mets-en une. Voilà, d'accord. Alors, les 3 dernières, c'est ces 3 lignes-là. Ouais. Et puis, autrement, les premières, c'est pour faire la même hauteur que la maison. D'accord. Et puis, comme ça, tu es sûr que qu'il y a la même chose de place dans les deux non, maisons? parce que là, j'ai pas fait toutes les faces. Ah, alors, Faut que j'en mette 3 de plus. 3 de plus. Voilà. Qu'est-ce qui représente ces 3 de plus? Tu peux me montrer sur celle-là ce qui représente? Celui-là. Cette face-là? Ouais. D'accord. Puis après, j'en remets 3. Oui. Après, ils ont cette face. Cette face. Alors, tu as déjà lesquelles qui sont faites? Celle-là, celle-là, celle-là. Oui, d'accord. Non, plus que celle-là. D'accord. D'accord. Ça, c'est cette face-là. Ouais. Le petit Didier, que vous venez de voir, qui a 10 ans, contrairement au précédent, se livre à des mesures. Il décompose le volume en surface, mais commet encore des erreurs, c'est-à-dire que pour lui, 3 plots représentent une surface, alors qu'en fait, il en faudrait 12. Hein? Qu'est-ce que tu comptes? Ouais, je compte pour que ça ait le même volume. Oui? Non, mais explique, qu'est-ce que Hein? tu comptes chaque fois? Alors, là, il faut qu'il y ait 4 fois 9 cubes pour que ça fasse ça. 4 fois 9 cubes, parce que 9 cubes, ça représente quoi? Ben, la surface, tout ça. Enfin, Ça représente cette surface. Ouais. Une tranche. Oui, montre bien la tranche. D'accord, tout le tour. D'accord. il faut qu'il y en Et ait si tu 4 pour faire tout l'immeuble. Très bien, alors vas-y. Enfin, la jeune Popov, 12 ans, découpe le volume en tranches et met ces tranches en relation avec les étages.
Et elle se livre ainsi non seulement à une quantification numérique, c'est-à-dire de la mesure, mais elle procède à une multiplication. 9 par tranche, 4 étages, ben ça fait 36 plots pour donner le même volume. Le problème est donc résolu, et comme vous voyez, il a été résolu par des étapes qu'il est facile de caractériser, et étapes que nous retrouvons d'une manière très générale partout où nous étudions cette même épreuve avec la même technique. Tu comptes 3 fois 4, c'est ça? Le premier fait frappant dans le développement des connaissances, c'est évidemment leur créativité continuelle. À voir tout ce que le bébé, avant le langage, pendant les 18 premiers mois de l'existence, arrive à construire dans le domaine de l'objet permanent, de l'espace, du temps, de la causalité, etc., on est stupéfait de ce nombre de constructions spontanées qui ne sont évidemment pas dictées par l'adulte. De même, la construction des structures opératoires dont nous avons parlé tout à l'heure. Le deuxième fait frappant, c'est la régularité et la généralité des stades de ces constructions dans leur succession. Comme je le disais, on retrouve partout les mêmes stades et les mêmes successions. Il y a donc dans ces faits un certain nombre d'enseignements à en tirer. D'abord pour la psychologie. Pour la psychologie parce que expliquer un phénomène psychologique, c'est retracer sa formation. Autrement dit, la psychogénèse me paraît le terrain de l'explication en psychologie. En second lieu, bien entendu, il y a des applications pédagogiques possibles. En troisième lieu, il y a un grand enseignement épistémologique, c'est-à-dire qu'en voyant comment la connaissance se construit, nous comprenons mieux sa nature. Et nous sommes en train, avec mon collègue Garcia, qui est un grand physicien, de chercher, d'écrire un volume ensemble et de chercher les mécanismes communs entre la construction des connaissances élémentaires chez l'enfant et la construction des connaissances en général dans l'histoire des sciences. Et ces mécanismes communs, on en trouve pas mal. Pensez aux notions de conservation, aux structures opératoires, aux modes d'abstraction, etc. Par ailleurs, nous continuons naturellement nos recherches. Nous sommes loin d'avoir terminé ces explorations. Nous étudions en ce moment comment une connaissance qui vient d'être acquise peut s'ouvrir sur de nouvelles possibilités, engendrer des nouvelles connaissances. Et nous étudions par ailleurs comment ces nouvelles connaissances finissent par devenir nécessaires, c'est-à-dire comment s'élabore la nécessité logique et logico-mathématique.